L'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national est donc de retour devant la justice. Aujourd'hui, Marine Le Pen, son parti et 11 autres prévenus ont rendez-vous dans moins d'une demi-heure maintenant devant la cour d'appel de Paris. Souvenez-vous, en mars dernier, la chef de file de l'extrême droite avait été condamnée pour détournement de fonds publics. C'est son avenir politique qui va se jouer pendant cette séquence à compter d'aujourd'hui. Une journée de retour du projet de budget également devant l'Assemblée nationale française. Le gouvernement est toujours au point mort est proche de brandir le 49.3 pour doter enfin la France d'un budget. Vous verrez qu'il se fait attendre, ce budget, notamment des agriculteurs rassemblés au moment où je vous parle devant le Palais Bourbon. On va décrypter pendant cette demi-heure ces trois séquences avec l'historien et politologue Jean Garrigue. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes auteur d'un dernier ouvrage intitulé « Les avocats de la République », ceux qui l'ont construite, ceux qui la défendent. Quelle journée, je vous disais en introduction au moment où je vous ai rencontré, ça a commencé avec des bouchons pour les franciliens en raison du retour des agriculteurs dans Paris, 350 tracteurs au moment où je vous parle. On va y revenir dans quelques instants. Mais d'abord un mot de ce procès en appel, Marine Le Pen et cette présidentielle qu'on aborde déjà, présidentielle de 2027, l'avenir politique de la chef de file de l'extrême droite. Il est très hypothétique. En tout cas, nul ne sait exactement ce qui va en sortir, puisque c'est un verdict de justice qui le dira. Vous savez, les trois événements dont vous parlez, au fond, quelque part, sont liés, puisqu'on voit bien que les manifestations d'agriculteurs sont quand même associées à l'incertitude budgétaire, et que cette incertitude budgétaire, elle est due aussi au comportement notamment du Rassemblement national, des extrêmes qui d'emblée se sont, je dirais, mis à l'écart des discussions, des négociations sur ce budget. Donc tout est lié. Pour ce qui concerne Marine Le Pen, c'est quand même peut-être l'événement le plus important, le majeur, puisqu'il va conditionner la campagne pour l'élection présidentielle. Et on nous dit aujourd'hui qu'elle est pleine d'espoir, mais cet espoir ne repose pas forcément sur des données extrêmement rigoureuses, parce que la première condamnation s'est faite sur la base d'une enquête extrêmement longue et extrêmement précise, sur la base d'un rapport d'enquête qui a été tout à fait, je dirais, dense, important, sur des accusations qui apparaissent justifiées. La preuve, le Rassemblement national rembourse les fonds injustement touchés. Donc, il n'est pas du tout sûr que les juges en appel invalident ce qui a été décidé dans le premier jugement. En mars dernier, on rappelle cette peine condamnée à 5 ans d'inéligibilité immédiate ainsi que 4 ans de prison dont 2 fermes, 100 000 euros d'amende. C'est ça dont il est question. Et évidemment, la question de sa participation ou non à la présidentielle de 2027, l'avenir politique de la chef de file de l'extrême droite qui est donc en jeu et qui va se jouer jusqu'à l'été prochain. Le résumé des faits, regardez. La justice confirmera-t-elle l'inéligibilité de Marine Le Pen en 2027 ? Pour son remplaçant désigné, ce scénario est inenvisageable. Il serait profondément inquiétant pour la démocratie que la justice prive les Français d'une candidate à l'élection présidentielle déjà qualifiée à 2 reprises pour le second tour. Elle démontrera son innocence. Jordan Bardella reste officiellement le plan B du Rassemblement national. Et pourtant, selon un sondage de l'Institut Verian, 49% des Français estiment que le trentenaire est celui qui aurait le plus de chances de gagner l'élection présidentielle, contre 18% pour la candidate historique du Rassemblement national. L'écart est encore plus marqué chez les sympathisants du parti. 70% d'entre eux misent sur Jordan Bardella. Pour l'instant, on est dans la posture, on est dans le slogan. Il va y arriver une vraie campagne. Si jamais c'est Jordan Bardella qui amorce lui seul la campagne présidentielle, il y aura des débats et des débats de fond. Et donc là, les sympathisants du Rassemblement national pourront sans doute peut-être regretter si jamais Marine Le Pen n'était pas amenée à pouvoir se présenter. Marine Le Pen, elle a plusieurs campagnes électorales à son actif, plusieurs présidentielles à son actif. L'ancienne présidente du Rassemblement national a déjà annoncé qu'elle prendrait sa décision cet été, même en cas de pourvoi en cassation. On va les retrouver tout de suite en direct du tribunal. Marie Schuster, qui est notre envoyée spéciale. Marie, bonjour. Marine Le Pen qui se disait ce matin dans un état d'espérance. Pourtant, elle joue gros aujourd'hui.
Oui, effectivement. Ici, je peux vous dire qu'au sein de la Cour d'appel de Paris, il y a énormément de monde pour venir suivre ce procès. Pas moins de 395 journalistes et techniciens ont été accrédités rien que pour cette journée, cette première journée d'audience, et parmi lesquels, pas moins de 20 médias étrangers. Alors, inutile de vous dire qu'on se marche dessus littéralement pour apercevoir la chef de file du Rassemblement national à l'Assemblée qui devrait arriver ici d'ici quelques minutes, et pour cause, Marine Le Pen, vous le disiez, joue tout bonnement son avenir politique dans ce procès. En mars dernier, je vous le rappelle, l'ex-présidente du Front National avait été condamnée pour avoir détourné les fonds publics, les fonds européens qui auraient normalement dû être alloués au paiement des salaires des assistants parlementaires du groupe pour finalement faire fonctionner son parti en interne. Elle avait été copée pour cela de 100 000 € d'amende, de 4 ans de prison, dont 2 aménageables, et surtout de cette peine d'inéligibilité assortie d'une exécution provisoire. Une peine d'inéligibilité qui, effectivement, si elle est constatée, confirmée en appel, pourrait faire en sorte que Marine Le Pen doive renoncer à ses prétentions présidentielles. Cette peine d'inéligibilité qui avait été justifiée à l'époque par les magistrats pour, je cite, éviter le risque de récidive et le trouble majeur à l'ordre public qu'engendrerait le fait que s'installe sur la plus haute marge du pouvoir une personne condamnée pour détournement de fonds publics. A rappelé que Marine Le Pen avait fait un recours auprès du Conseil d'État concernant cette peine d'inéligibilité qui avait été déboutée. Marine Le Pen qui estimait que cette peine était contraire à la liberté de candidature et tout bonnement à la liberté de se présenter à l'élection présidentielle. Marie, quel est aujourd'hui son axe de défense ? Marine Le Pen n'a pas changé son axe de défense. Elle se dit toujours évidemment innocente des faits qui lui sont reprochés. En première instance, Marine Le Pen avait justifié que ses assistants parlementaires du Front National exerçaient bien des fonctions au sein du Parlement, même si ils exerçaient en parallèle des fonctions en interne au Front National. Mais les preuves effectives de leur travail parlementaire sont très ténues. Les accusations avaient fait bondir d'ailleurs Marine Le Pen tout au long de ses audiences de première instance, qui s'en était parfois pris vocalement à la présidente du tribunal. Et cette fois-ci, les avocats lui ont demandé de faire profil bas. L'enjeu pour Marine Le Pen, c'est de voir sa condamnation effacée en justice, ou à défaut, de voir cette peine d'inéligibilité réduite à moins de 2 ans pour qu'elle puisse se présenter à la prochaine élection de 2027. En tout état de cause, ce changement de stratégie plus calme, plus posée, elle devra le tenir sur la longueur, car ce procès doit durer pas moins de 5 semaines. Voilà, avec cette issue à l'été. Merci beaucoup Marie Schuster en direct de la Cour. Jean Garrigue, Marine Le Pen qui dit espérer être cette fois entendue. Ça n'avait donc pas été le cas en mars dernier. Quelles sont ses chances selon vous ? Ça va se jouer quand même à un fil. La marge est très mince. Écoutez, je ne suis pas spécialiste, mais si on en croit beaucoup de juristes, oui, la marge est effectivement très mince. Le seul espoir serait que la peine d'inéligibilité, qui était de 5 ans, soit réduite à 2 ans, ce qui lui permettrait d'être candidate en 2027. Mais pour quel motif réduirait-on une peine, et je le répète, qui a fait l'objet de discussions très nombreuses, de contradictions avec les avocats, etc. Est-ce que des magistrats vont prendre le risque de déjuger les magistrats qui se sont prononcés en premier lieu? Donc oui, la situation est quand même difficile, et le pronostic de beaucoup est plutôt pessimiste pour elle. En tout cas, elle essaie de tempérer le propos. On l'a vu ce matin dans les couloirs de l'Assemblée nationale, parce qu'on imagine que le parti se réunissait juste avant la séquence du budget. Il y a un effort là qui est fait. Oui, il faudra de toute manière qu'elle change l'axe de sa défense, qui était lors du procès de réfuter finalement la faute, en disant qu'il s'agissait d'une sorte de complot de l'institution européenne contre ce parti français qu'elle représente. Là, je pense qu'il y aura une reconnaissance d'erreur d'un système qui est un système qui a été institué parce que certains partis, comme le Rassemblement national, n'avaient pas les moyens de subsister, etc. Donc il y aura un profil bas pour essayer justement d'atténuer la peine.
Voilà, Marine Le Pen, donc, qui participait ce matin à cette réunion du Rassemblement national. Tous les partis se mettent en ordre de bataille parce que c'est le retour aujourd'hui du projet de budget. On n'a pas réussi à le faire passer avant les fêtes de fin d'année. On reprend les mêmes, on recommence aujourd'hui, ou il y a des lignes qui ont bougé selon vous? En tout cas, pour le Rassemblement national, rien ne bouge. Ils sont décidés à censurer. De toute façon, ils ne participent pas aux discussions. Ils mettent des amendements qui sont invotables. Donc, de leur côté, ou comme du côté de la France insoumise, il n'y a rien à en tirer. Non, ce qui a bougé, c'est essentiellement de la part du Premier ministre, en réalité, puisque vous vous souvenez qu'il avait, en préambule et en préalable, décidé de renoncer à l'usage du 49 alinéa 3, ce fameux article qui permet de faire passer un projet sans vote. Et là, manifestement, on voit que beaucoup de voix se sont élevées pour lui conseiller de l'utiliser. François Hollande, Michel Barnier, ancien Premier ministre, l'ancien Éric Lombard, ancien ministre de l'économie de François Bayrou, et on sent que ça pourrait devenir une solution, puisque Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, a dit qu'un budget serait décidé en tout cas au mois de janvier. Et comme on ne voit pas véritablement une possibilité d'entente, de consensus entre les partis, on va dire les partis modérés, c'est-à-dire que du Parti socialiste jusqu'aux Républicains, on risque d'en arriver à ce fameux 49 alinéa 3. Voilà, Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, qui disait aussi ce matin tout est possible. 49.3, fortement probable. D'ailleurs, c'est la petite musique qu'on entend ces dernières heures. Sachant que le 49.3 peut susciter de la part de l'opposition une motion de censure. Et qui sait si les socialistes décideront de voter ou de s'abstenir sur cette motion de censure. Voilà, c'est le risque, effectivement, en ce moment, une séquence effectivement cruciale et déterminante pour l'avenir aussi de ce gouvernement et de Sébastien Lecornu, qui joue gros, lui aussi, aujourd'hui. Le résumé de la situation avec Noémie Roche, regardez. C'est un débat qui paraît sans fin. Une fois encore, les députés se retrouvent ce mardi pour examiner le projet de loi de finances, le PLF, dans sa version remaniée par le Sénat. Objectif, doter la France d'un budget pour 2026, avec comme priorité pour le Premier ministre de ramener le déficit à moins de 5% du PIB. Mais pour l'heure, aucun accord ne se dessine entre les différentes formations politiques. Au cœur des tensions entre la droite et la gauche, notamment les mesures fiscales comme la surtaxe sur les bénéfices des entreprises que les socialistes veulent porter à 8 milliards d'euros. Nous, notre ligne, elle est claire, c'est que, on l'a fait l'année dernière, Dave, c'est qu'on censurera que si les intérêts fondamentaux des classes populaires et des classes moyennes sont mis en cause. Si on touche au pouvoir d'achat, le prix d'activité, c'est donc pour nous très important, on censurera. Si on remet en place l'année blanche, ça, on censurera. Bon, en vérité, c'est cette ligne rouge pour nous, c'est les intérêts des classes populaires et des classes moyennes. Pour le Premier ministre, un recours au 49.3 paraît de plus en plus difficile à éviter. Cet article de la Constitution qui permet de faire adopter un texte sans vote. Sébastien Lecornu avait promis qu'il ne l'utiliserait pas. Il a donc préféré brandir la menace d'une dissolution si le gouvernement venait à être renversé après l'adoption d'une motion de censure. Selon la porte-parole du gouvernement, tous les scénarios sont désormais sur la table. La Constitution donne des outils au gouvernement pour adopter un budget. Il y en a 3 en l'occurrence. Oui. Le vote, le 49.3 et les ordonnances. Donc ces 3 possibilités sont sur la table. En tout état de cause, je le redis, rien n'est exclu, tant et si bien qu'on arrive à s'accorder sur un budget. L'examen du texte devrait durer une dizaine de jours. Plus de 3400 amendements doivent être examinés. En attendant, la continuité des services publics est assurée grâce à une loi spéciale élaborée en fin d'année. Mais celle-ci ne permet que de pallier temporairement l'absence de véritable texte budgétaire, alors qu'il y a urgence pour les Français. Les 300 millions d'euros de nouvelles aides aux agriculteurs, par exemple, ne rentreront en vigueur qu'en cas d'adoption du budget. Voilà, on va évidemment reparler des agriculteurs qui mettent la pression. Pour le moment, ils sont jusqu'aux portes du Palais Bourbon aujourd'hui. Mais d'abord, ce qui va se passer aujourd'hui dans cet hémicycle, je disais, on reprend les mêmes et on recommence. J'ai l'impression qu'on va reprendre les mêmes et qu'on commence. Il y a eu des consultations, des réunions ici partout, et là, mais rien n'a bougé. On voit bien que
on a une sorte de coalition là pour discuter, dont les objectifs sont diamétralement opposés. Je veux dire que pour les socialistes, ce sont des impôts nouveaux sur les ultra-riches, sur les entreprises, etc. Pour les républicains, c'est le contraire. Donc on a deux logiques politiques totalement contraires. Pour réconcilier ces logiques, pour concilier ces logiques, il aurait fallu beaucoup de temps, comme ça se fait en Allemagne, aux Pays-Bas, pour construire des coalitions entre les sociodémocrates et les chrétiens-démocrates. Il faut des mois, ou en Belgique, un peu partout en Europe. Là, on n'a pas le temps, et on voit bien que ce qui domine, ce sont les préoccupations électorales de toute manière. Du côté des socialistes, il s'agit de montrer au peuple de gauche qu'on est prêt justement à défendre le pouvoir d'achat des petits, et qu'on veut frapper. Qui ont déjà gagné 2 points sur le projet de retraite, sur le projet de budget de la sécurité sociale. Mais voilà ce qui s'est passé pour le budget de retraite. Pourquoi est-ce qu'il a été voté? Parce qu'il y a eu de la part du gouvernement une énorme concession, quelque chose de fondamental aux socialistes, et que ça a permis aux socialistes de dire à leur électorat, voyez, nous, on vous défend aussi bien que la France insoumise. Et aux écolos de s'abstenir. On sait que l'abstention des écologistes a été cruciale. Vous avez raison. Et donc, on voit bien que ce qui se passe, c'est qu'il y a des élections qui arrivent, là, des municipales, et que donc tout est construit à partir de ces élections. Pas du tout sur la recherche d'un véritable consensus. Non, ce qu'on cherche, c'est de se positionner par rapport à son électorat pour les municipales et au-delà pour l'élection présidentielle. Dans ce contexte politique que vous venez de rappeler, avec des agendas qui évidemment vont se croiser, où chacun défend son propre intérêt, les concessions qui avaient été possibles pour le projet de budget de la sécurité sociale, elles sont plus possibles aujourd'hui? On a tout donné sur le premier projet de budget? On peut, à la marge, j'ai vu que la proposition, par exemple, sur la surtaxe sur les grandes entreprises, les socialistes demandent 8 milliards. Les LR veulent réduire à 4 milliards. Le gouvernement propose autour de 6 milliards. Bon, c'est le type même, d'ailleurs, de concession, de négociation qui a toujours existé, d'ailleurs, sous la République. Ça s'appelle précisément la culture du consensus. Mais c'est là qu'on verra que, j'en ai le pressentiment, personne ne voudra de cette solution intermédiaire, ou en tout cas, elle sera jugée insuffisante par les uns ou par les autres. On sait par exemple que les républicains ne veulent pas de cette surtaxe sur les entreprises qui entrave la production, etc. Donc voilà, on est dans une situation où les points de vue semblent irréconciliables, et comme il n'y a plus de grain à moudre, il n'y a plus cette grande concession qu'a été justement la suspension de la réforme des retraites, ça me paraît difficile de passer par le vote. Donc il restera le 49.3 ou les ordonnances, et manifestement la vox populi, alors politique, elle va plutôt vers le 49.3. C'est effectivement la musique qui domine en ce moment, avec des risques, vous le disiez, des motions de censure par la suite, ce qui a poussé même le gouvernement à agiter la menace de la dissolution encore. Oui. Ça vous paraît un coup de bluff ou pas? Il me semble, il ne faut pas oublier que la dissolution, elle est du ressort du président de la République. Oui, mais tout le monde a été d'accord la première fois pour dire que ça avait été une grosse erreur. Une énorme erreur. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que Sébastien Lecornu, aujourd'hui, il soit très favorable. En tout cas, lui nous dit qu'il n'y est pas favorable. Donc agiter cette menace, sincèrement, c'est sérieux aujourd'hui dans le contexte? Ça apparaît un tout petit peu surréaliste, d'autant plus qu'en réalité, dans ce bloc de négociateurs, personne n'y a intérêt. Je veux dire qu'on sait bien que s'il y avait une dissolution, il y a un parti qui en serait le principal bénéficiaire, c'est le Rassemblement national, peut-être la France insoumise qui gagnerait des mécontents, des protestataires, mais que les autres y perdraient, y compris les socialistes. Or, ce sont quand même les socialistes qui vont tenir la clé d'une éventuelle motion de censure. Donc voilà, brandir cette menace de dissolution aujourd'hui, avec ce qu'elle a apporté de négatif, y compris pour l'image du président de la République, ne me paraît pas quelque chose de très cohérent. Je crois qu'il en fait encore les frais d'ailleurs aujourd'hui. Chaque politologue qui vient sur ce plateau, quel que soit le sujet qu'on aborde, on revient toujours à ce sujet de la dissolution. Exactement, parce que ça a été le début finalement de cette fragmentation de l'Assemblée nationale qui a enlevé ce fameux fait majoritaire, cette majorité absolue, qui, sous la Ve République, permet seule de véritablement gouverner. Donc, on a ouvert une boîte de Pandore.
le président Macron a ouvert une boîte de Pandore et on en retire encore aujourd'hui les conséquences négatives. Ce serait quoi l'idée d'ailleurs aujourd'hui d'agiter encore cette menace si personne n'y croit, y compris dans les rangs du gouvernement, l'exécutif qui fait les frais encore aujourd'hui, dire attention, nous on est prêt à aller jusqu'au bout, y compris à ce qui nous coûte très cher encore aujourd'hui. L'idée c'est quoi? C'est de dire on va pas lâcher l'affaire? Oui, l'idée, on est en position de force? Non, c'est l'idée. Moi, c'est un message pour moi aux socialistes. Alors, disons, attention, si vous votez la motion de censure, eh bien, il y a un risque qu'on dissolve et que vous y perdiez vous aussi des plumes, parce que vous serez associé justement au désordre, à cet échec, etc. Donc, c'est un jeu un petit peu difficile, un petit peu risqué, même très risqué, je dirais. Et il me semble, il faudrait que, vous savez, en politique, il faudrait savoir d'où ça est venu exactement, qui a lâché et pourquoi cette idée. Je le répète, moi, il me semble qu'elle viendrait peut-être plutôt de l'Élysée que de Matignon, mais enfin, bon. Qui a semblé surprendre tout le monde hier. François Hollande disait, ça n'a absolument aucun sens. Vous parlez des socialistes qu'on serait tenté de menacer pour rester dans le rang. Alors que François Hollande avait été parmi les socialistes, ceux qui s'étaient montrés les plus disposés justement au consensus et à ne pas censurer. Donc ça lui apparaît, il me semble là, légitimement comme un petit peu absurde. Jean Garrigue, il y a quand même une notion d'urgence qui nous est impossible de ne pas aborder aujourd'hui, pendant que les députés vont se réunir dans l'hémicycle. Il y a des agriculteurs, des centaines d'agriculteurs qui vont être aux portes du Palais Bourbon. Ils encadrent aujourd'hui l'Assemblée nationale française. C'était le cas déjà la semaine dernière. C'était la coordination rurale la semaine dernière. Cette fois, ce sont les hommes de la FNSEA. 350 tracteurs qui sont de retour à Paris, dans une ambiance quand même un peu plus calme. On avait vu ces images assez choquantes de Yael Braun-Pivet quand même chahutée par les manifestants. Mais ça, c'est la réalité. On leur a promis 300 millions d'euros, mais c'est dépendant du budget. Or, sans budget, les agriculteurs n'auront pas d'argent et ne verront pas leurs conditions s'améliorer. Et ça, c'est déclinable pour plein d'autres secteurs. Totalement. Et c'est vrai que le mouvement a changé de nature. On pouvait se dire que la coordination rurale, dont on sait les liens plus ou moins directs avec le Rassemblement national, exprimait une sensibilité protestataire, et en particulier d'une partie des agriculteurs qui sont les éleveurs. Bon. Là, avec l'entrée en lice de la FNSEA, dont on connaît la tradition de négociation avec les gouvernants, beaucoup plus modérée, le fait qu'ils entrent en piste montre que l'urgence de l'heure maintenant, c'est d'avoir un budget justement et de pouvoir se compter sur l'indexation sur les impôts, sur le coût de la vie, l'indexation des subventions qui sont attendues par les agriculteurs. On a une agriculture qui vit sous perfusion. Et donc, ils sont d'autant plus sensibles au vote d'un budget le plus rapidement possible. Ceux qui ont tout intérêt à ce que cette crise s'installe, le Rassemblement national notamment, on a vu un Jordan Bardella, il n'y a pas si longtemps que ça, à Strasbourg, aller prendre un microphone, un mégaphone et s'adresser aux manifestants de la coordination rurale. Bien sûr, en tant que principal parti d'opposition, le Rassemblement national fera feu de tout bois, flèche de tout bois, comme on dit, pour essayer de mettre en difficulté le gouvernement et pointer les insuffisances et s'adresser à un public qui traditionnellement n'était pas forcément celui du Rassemblement national et qu'il est devenu, c'est-à-dire le monde rural, le monde paysan. Aujourd'hui, vous avez un monde rural qui est très largement en faveur du Rassemblement national et ça, c'est aussi une donnée très importante dans les mois qui vont suivre. Et on me fait savoir d'ailleurs qu'on a, ça y est, les images de Marine Le Pen qui se présente à la cour d'appel de Paris. On va peut-être voir la séquence de la chef de file de l'extrême droite. Donc, arrivant, vous le voyez, arrivant seule donc, au palais de justice, elle qui s'apprête donc à affronter cette nouvelle phase du procès, le procès en appel. On va peut-être boucler la boucle et revenir là-dessus. Ça, c'est quand même une séquence, une étape qui fera date dans l'histoire politique française. Complètement, parce que Marine Le Pen, qui a déjà été candidate malheureuse par 2 fois à l'élection présidentielle, aujourd'hui peut nourrir légitimement l'espoir, en tout cas d'être au second tour, c'est presque sûr, mais d'être élue présidente de la République. Donc, si vous voulez, si le jugement de la Cour d'appel confirme celui d'origine,
eh bien, elle sera empêchée d'aller jusqu'au bout, de devenir la première présidente de la République française. C'est quelque chose, effectivement, d'historique. Pas un mot à la presse au moment de son arrivée. Là, on vient de le voir. 395 journalistes et équipes qui sont mobilisés pour cette séquence. La presse internationale qui suit ça de très près. Ben oui, ça nous dit quoi? Ça nous dit que c'est peut-être le premier événement de la campagne présidentielle, en réalité, tout simplement. Et que de cet événement tout le reste va découler. Peut-être que Jordan Bardella ne sera pas suffisamment expérimenté pour mener le Rassemblement national jusqu'au bout. Peut-être qu'au contraire, il fera le job, comme on dit. Donc il y a énormément d'incertitudes qui vont être levées par ce qui va être décidé en cour d'appel. Voilà, beaucoup de monde suspendu effectivement à cette décision de la Cour d'appel de Paris. Ce procès en appel qui s'ouvre donc dans quelques minutes. Maintenant, ça démarre à 13h30. Merci Jean Garrigue d'avoir été notre invité du jour. On va évidemment continuer à dérouler le fil politique. Ce sera le cas dans le Club France 24 à 13h30. Aussi, on abordera la question de la mobilisation des agriculteurs avec notre envoyé spécial Johan Baudin aux portes de l'Assemblée nationale. Restez avec nous, à tout de suite.